La présentation s'appelle l'introduction au DevSecOps. Donc l'objectif, c'est de vous introduire à ce que c'est que ce concept et pourquoi on en vient là. Je vais nous présenter. Alors, je suis moi-même Arthur Avlisek, ingénieur développeur back-end. Je fais du Python, je touche un peu à beaucoup de choses. Et j'ai fait notamment de la sécurité dans certains de mes postes, répondre à des questionnaires, etc., répondre à des questions de sécurité, de RGPD. Et Sonia Sediki, qui n'est pas là ce soir, enfin cet après-midi, pour présenter, mais qui a beaucoup participé à l'élaboration de cette présentation. Voilà, je suis navré qu'elle soit pas là. Elle a des soucis de train et voilà, elle n'a pas pu venir. Alors, je vais faire d'abord une présentation brièvement sur pourquoi faire de la sécurité et pourquoi est-ce que c'est important. Il faut savoir qu'il y a une estimation de 2021 sur le coût du cybercrime, savoir les dégâts que ça a engendré sur toutes les entreprises, qui est que ça a coûté environ 5 700 milliards de dollars, soit le PIB d'un pays. Ça représente 1% des revenus de l'industrie logicielle au global. Et on estime que ça croît environ de 15% par an, donc un rythme de croissance fort qui est supérieur à celui de l'industrie en général. Donc il y a vraiment une forte crispation autour de ce sujet sécurité qui devient un enjeu de plus en plus important. Pour autant, on doit faire face à ses propres biais, et les biais qui sont dans notre entreprise, chez nos collègues, nos managers, qui est celui de croire que ça n'arrive qu'aux autres, le biais optimiste. On pense parfois que, par exemple, nous ne sommes pas une cible pertinente pour une cyberattaque. On pense, par exemple, que quand on est une start-up, on a d'autres soucis, on a d'autres problèmes, et on n'est pas une cible pertinente pour une cyberattaque. C'est un exemple de choses que vous pouvez penser ou avoir entendu. Ou vous pensez que peut-être votre password 1, 2, 3, 4 fera très bien l'affaire, vous avez utilisé le même partout et vous n'avez jamais eu de problème. De toute façon, là où vous l'utilisez, ça se bloque au bout de 3 essais. Donc on peut se créer des croyances qui sont rassurantes pour éviter de faire face à l'idée que peut-être un jour on pourra être la cible d'une attaque. Ou alors on peut se dire également qu'on peut procrastiner, mettre les choses à plus tard, filtrer les inputs ou filtrer les données utilisateurs. On peut faire ça plus tard, il y a toujours moyen d'imaginer ce qu'on veut comme sécurité peut-être. Donc voilà, c'est tous ces biais optimistes qu'on essaie de combattre dans une entreprise et qui sont nécessaires à l'élaboration d'une bonne sécurité. Et on va y revenir, qui font partie de l'approche DevSecOps. D'une certaine façon, historiquement, les entreprises se sont protégées des attaques par l'audit, le biais de l'audit. Donc on fait appel à des experts en cybersécurité pour nous dire vous pensez qu'on est vulnérable, et on leur donne un état à l'instant T de notre site. Donc on réalise un audit. L'audit va identifier un certain nombre de failles à l'instant T. Donc, il va relever des vulnérabilités, des choses en fonction de ce que vous avez en stock. Et vous allez avoir un certain temps qui va être le temps de l'audit, identifié ici. Et vous allez avoir le temps qui va être de correction quand elles ont lieu ici. Ce qui fait qu'entre-temps, vous avez parfois ici plusieurs livraisons entre le moment où vous auditez et le moment où vous avez corrigé la faille. Livraisons qui peuvent avoir introduit d'autres failles ou avoir rendu les anciennes obsolètes. Du coup, cette sécurité par l'audit, elle est bien, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et l'approche DevSecOps, c'est de faire des audits fréquents et tôt. Auditorly and often. Donc, il y a 3 piliers de ce que c'est que le DevSecOps. La première chose, c'est que c'est un renforcement itératif de la sécurité. On ne dit pas on va sécuriser tout le site à jour J et tout blinder du jour au lendemain. On va renforcer itérativement la sécurité. On va la renforcer de façon itérative, donc c'est-à-dire à chaque livraison, pendant chaque livraison, dans le cycle de développement, tout le temps. Et le dernier point, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle le shift left. Et ça parle probablement à ceux qui connaissent le DevOps. C'est l'idée qu'on va essayer d'anticiper les problèmes plutôt que de les avoir en fin de cycle de développement. Donc, anticiper les problèmes dès leur conception, dès leur développement, dès le build, etc., avant de dire « Ah, bah, j'ai un problème en production, qu'est-ce que je fais ?»
Donc voilà, c'est ces trois piliers-là qui forment le DevSecOps. Donc ça va filtrer, enfin, se répartir sur l'intégralité du cycle de développement. Donc vous reconnaissez pareil le symbole du DevOps, de la planification, de la conception, avec toutes les étapes de développement, le build, le test, le déploiement et la surveillance. Donc toutes ces étapes de DevOps vont se retrouver également dans le DevSecOps. Et on va apporter de la sécurité à chacun de ces étapes, de chacun de ces checkpoints, par différents moyens. Mais toujours en gardant l'idée qu'on va essayer de shift left, c'est-à-dire qu'on va essayer de moins s'axer sur la surveillance et plus axer l'effort sur la conception, sur le développement, le build, avant que les choses arrivent trop tard, plus tard. Donc, concrètement, alors le DevSecOps, c'est une approche d'équipe, ça peut être quelque chose qui est une partie de fonction de poste, mais qui est une approche globale, et c'est pas le titre d'un poste. J'entends bien que je vais parler ici de choses qui vont toucher tous les corps de métier, que ce soit le développement, l'infrastructure, l'administration système, l'automatisation du build, de choses qui peuvent être, selon les entreprises dans lesquelles vous êtes, des corps de métier différents. Et le DevSecOps, c'est cette approche de dire on va axer sur la globalité, un peu comme le DevOps le fait pour le déploiement. On va axer la sécurité sur la globalité de ce cycle-là. Et donc, différents acteurs vont intervenir à différents moments de la chaîne DevSecOps. Et donc, je vais vous montrer un exemple illustré ici avec une fonctionnalité d'upload de fichiers. Donc, imaginons, vous êtes aujourd'hui dans une entreprise, vous êtes embauché en tant que, par exemple, développeur, mais ça pourrait être aussi administrateur système. Et le produit dit, j'aimerais qu'on ait telle feature qui demande aux utilisateurs d'uploader un fichier. Donc, dans le cycle classique de développement, c'est quelque chose qui va passer par une tâche, on va le faire, ça va être en prod, ça va être fini. Et dans le cycle DevSecOps, on va se poser un peu plus de questions. Déjà, en conception, on va commencer par sécuriser le design et créer des scénarios d'abus. Donc, qu'est-ce qu'un scénario d'abus ? Un scénario d'abus, c'est une hypothèse sur peut-être qu'il pourrait se passer ça quand on upload un fichier. Peut-être qu'un utilisateur malveillant pourrait utiliser notre feature d'upload de fichier pour abuser de notre système et prendre avantage de nos infrastructures. Ça peut être différentes choses. Donc, je vous donne des exemples. Il peut essayer d'uploader un virus et de l'exécuter, ou d'exécuter des commandes shell pour prendre contrôle de la machine. Ça peut être du déni de service. Il peut uploader un fichier beaucoup trop gros ou uploader plein de fichiers pour dénier le service. Ou ça peut être inversement, prendre avantage de votre feature pour voir, par exemple, si jamais un autre utilisateur upload un fichier, il peut essayer d'y accéder alors que c'est pas dans ses attributions. Donc faire ce qu'on appelle une violation de contrôle d'accès. Il n'est pas utilisateur qui a droit de voir le fichier, mais il arrive quand même à y voir. Donc tout ça, ce sont des scénarios d'abus qui sont possibles et que vous devez prévoir dès la conception. Pourquoi ? Parce qu'après la conception vient le développement. Et le développement permet de répondre aux scénarios d'abus par différents moyens. Déjà, il y a des revues de code qui permettent de s'assurer que les scénarios d'abus que vous avez renseignés en conception sont bien remplis. Et donc, il y a une espèce de contrôle des pairs qui permet de vérifier que vous avez bien rempli le contrat qui était annoncé en termes de conception. Vous avez également des gens qui peuvent faire de la formation de sécurité aux autres développeurs, entre développeurs, ce qu'on appelle des security champions, ce qui est un terme emprunté, il me semble, à l'OWASP. Je suis plus très sûr de ça. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est de dire, vous identifiez des personnes qui sont un peu plus sachantes sur le point de vue de la sécurité, qui vont s'auto-former et qui vont former les autres, et de façon à répondre aux scénarios d'abus, toujours. Et vous allez écrire également des tests. Vous pouvez tout à fait écrire des tests qui répondent aux scénarios d'abus. Si je reprends l'idée précédente de j'upload un virus, vous pouvez essayer d'uploader un code et voir si vous avez les droits d'exécution. Également en build, c'est quelque chose qu'on entend souvent quand on parle de DevSecOps. Il y a tout un tas d'outils qui peuvent analyser votre code de façon automatisée dans les pipelines de CI/CD. Donc il y a ce qu'on entend souvent parler de SAST, l'analyse statique, Static Analysis
Security, je ne sais plus quoi. J'ai plus exactement l'acronyme, mais l'idée c'est que c'est un analyseur statique de code qui va éventuellement remarquer que vous avez par exemple utilisé un pass ici qui vient directement d'une donnée utilisateur, ce qui est insecure. Vous avez également la détection de password hard-codé avec ce genre d'outils qui va en permettre d'être remonté directement en CI/CD. Vous avez de l'analyse dynamique. L'analyse dynamique, c'est un peu la même chose que l'analyse statique. La différence, c'est que ça nécessite de lancer votre code et de lancer votre instance pour pouvoir s'exécuter. Mais par contre, vous allez pouvoir tester des choses qui sont un peu plus poussées. Donc, par exemple, un rate limit. Un rate limit, c'est pas quelque chose que vous pouvez tester statiquement juste en lisant le code. Vous avez besoin d'avoir une instance, de l'exécuter et de tester que vous avez dépassé le rate limit. Ou vous avez également des outils qu'on appelle SCA, qui sont analyses de composants. Les analyses de composants vont analyser essentiellement les dépendances de votre code et savoir si vous allez embarquer ou pas du code vulnérable. Alors, tout ça va produire un certain nombre de rapports. Les rapports, c'est important de les lire et de les analyser. Ça paraît bête, mais tout le monde n'est pas forcément compétent et capable de le faire. Et c'est important de comprendre en fait quelles sont les analyses remontées par exemple les SCA. Pourquoi ? Parce qu'elles vont remonter énormément de choses, des failles plus ou moins critiques, des failles qui vont plus ou moins vous impacter, parce que quand on utilise une lib, on n'utilise pas forcément toute la lib. Et du coup, il est important que vous fassiez ce travail d'analyse pour savoir quels risques vous allez encourir et quels risques vous n'allez pas encourir ou accepter. La partie de test, donc si vous avez, j'espère, mis en place des tests dans vos pipelines de développement, vous pouvez tout à fait tester les scénarios d'abus que vous avez mentionnés en conception. Donc par exemple, essayer d'uploader des virus, essayer de casser l'appli, d'accéder à des données qui ne sont pas les vôtres et ce genre de choses. Également, l'étape suivante, c'est le déploiement. Et pendant le déploiement, donc souvent on fait appel cette fois-ci non plus au développement, mais à des gens qui sont, soit des gens sur un poste, qui fait plus appel à l'infrastructure, à la configuration de l'emploi des logiciels et des machines. Vous allez également devoir vérifier cette configuration. La configuration, par exemple, d'une base de données est quelque chose de crucial, puisque c'est ça qui garantit le fait que certaines personnes ont accès ou pas d'autres. Vous avez également, par exemple ici, dans notre cas d'upload de fichiers, des droits qui peuvent être mis sur les fichiers et qui peuvent garantir ou pas qu'un fichier est exécutable ou non. Et donc ça va apporter des points de sécurité supplémentaires ou des voire primaires, s'il n'y a que ça qui vous protège, pour faire ce qu'on appelle de la défense dite en profondeur, c'est-à-dire qui va permettre d'être sécurisé à différents niveaux, qu'une attaque, même si elle passe un niveau de sécurité, ne peut pas passer à un niveau de sécurité suivant. Et enfin, vous avez la supervision, qui permet de surveiller et réagir en cas d'incident. Vous avez un tracing simple et bête du monitoring de votre activité en production, qui va permettre ne serait-ce que de surveiller par exemple les activités réseau, peut permettre de détecter des activités suspectes sur vos machines. Vous pouvez également scanner des fichiers uploadés. Par exemple, vous avez des logiciels antivirus ou des logiciels qui détectent des traces de logiciels malveillants qui ont été uploadés. Et vous avez également le plan de réponse à incident. Le plan de réponse à incident, c'est finalement, on a détecté que quelque chose allait mal, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on éteint les machines ? Est-ce qu'on migre ? Est-ce qu'on redéploie ? Et est-ce qu'on a des backups ? Ce genre de choses. Donc voilà, tout ça constitue la réponse supervision de votre code en production. Voilà, vous avez des petites animations. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez plusieurs ressources. L'OWASP Top 10, qui est de l'OWASP en général, mais particulièrement le Top 10, qui est très suivi par les personnes qui font de la sécurité, qui permet de répertorier les grandes familles de failles les plus courantes sur les applications web.
Le WASP préconise tout un tas de recommandations très utiles, préconise également des logiciels qui vous permettent de faire de l'audit. Awesome DevSecOps, c'est une méta-ressource, c'est-à-dire que c'est une espèce de librairie de tout un tas d'outils que vous pouvez utiliser. Il y a des cours, il y a des présentations, des logiciels, tout un tas de choses que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre audit de sécurité dans votre entreprise. Voilà. Je vous remercie. Je tiens, voilà, m'excuser un peu du débit un peu rapide, étant un peu stressé. Je tiens à remercier également mon fan club présent ici. Il se reconnaîtra. Et également un merci chaleureux pour Sonia qui n'a pas pu venir et qui a malgré tout contribué énormément à cette présentation. Merci.